Il y avait en Haute-Égypte, comme inspecteur des antiquités, un Anglais qui s'appelait Howard Carter, qui grattait donc le désert pour essayer de voir s'il n'y avait pas des emplacements, des entrées de tombes. Il allait abandonner son travail. Soudain, il est arrivé au sommet d'un petit escalier, et il a dégagé cet escalier, est arrivé en bas. Carter est entré et a dit c'est merveilleux, il était ébloui à la faible lueur de son éclairage qui était faible dans ces années 1922, il voyait quand même qu'il y avait là-dedans beaucoup d'or. En fait, il y avait là-dedans une boîte qui a beaucoup attiré l'attention de Carter. Il y avait là des flèches, il y avait des carquois, il y avait aussi des objets étranges, une vingtaine, qui n'ont pas d'abord attiré l'attention, simplement, évidemment, ça ressemblait à des boomerangs. Mais il y avait tant de choses dans la tombe de Toutankhamon, tant de choses que vraiment, l'attention ne s'est pas portée là-dessus, dans ces appartements funéraires. Pendant plus de 50 ans, ces objets sont restés dans une vitrine du musée du Caire, sans que personne ne sache exactement comment ils pouvaient être utilisés il y a 3500 ans en Égypte. Jusqu'à ce que Jacques Thomas, spécialiste du boomerang, s'y intéresse. J'avais lu dans un certain nombre de récits que les Égyptiens auraient connu l'existence et l'utilisation du boomerang, la façon de le fabriquer et de l'utiliser, alors que jusque-là, on croyait que seuls les aborigènes australiens avaient connu le boomerang. Et cela m'avait évidemment intrigué beaucoup. Et lorsque j'ai vu et lu les ouvrages de Carter, des photos me sont tombées sous les yeux qui avaient des formes de boomerangs ressemblant même pour certains à des boomerangs aborigènes, tout boomerang que je connaissais bien, les boomerangs australiens que je connaissais parfaitement bien. Et ça avait évidemment piqué ma curiosité et ça m'avait donné une grande envie de savoir si oui ou non les Égyptiens avaient connu le boomerang. J'ai contacté les autorités égyptiennes du musée du Caire et j'ai reçu une invitation à venir étudier les objets qui sont exposés dans des vitrines au musée. Alors cette étude était destinée à relever sur place toutes les caractéristiques qui me permettraient d'en faire ensuite des reproductions à des fins de tests en vol. Régulièrement, Jacques Thomas s'exerce au lancer avec le Boomerang Club de France. Au fur et à mesure des échanges, l'équipe s'est passionnée pour ses expérimentations. Avec lui, ils étudient, fabriquent et testent tout ce qui ressemble de près ou de loin à un boomerang ou à un bois de jet. Mais ils avaient le temps pour eux, donc ils recommençaient. Ils travaillaient du bois vert, beaucoup plus facile. Ils le faisaient sécher ensuite au feu. Travailler au feu, voilà. Ça, c'est magnifique. Et alors, quand le fil du bois... Le terme français de bois de jet correspond à tout ce qui vole en tournoyant sur lui-même, bipale, et qui est capable d'atteindre une certaine distance. Parmi eux, certains sont capables de voler et de revenir, ce sont les boomerangs. Les autres, qui ne reviennent pas, sont les pales de jet. Ce que l'on peut dire, c'est que les bois de jet semblent avoir été connus partout de par le monde. Les boomerangs découverts jusqu'à aujourd'hui sont encore relativement rares. Mais ça, c'est un plaisir aujourd'hui pour nous, plus qu'un... C'est pas une chasse. On n'est pas des chasseurs. On fait ici des essais de vol d'engins du passé, mais il nous manque à nous l'adresse que pouvaient avoir les gens de l'époque pour lancer ces appareils. Il ne faut pas qu'on confonde l'engin qu'on a, ce qu'il est capable de faire, et ce que nous, on arrive à en tirer. Alors, il y avait deux types de boomerangs en Australie. Il y avait des boomerangs qui étaient utilisés comme armes pour tenter d'atteindre des oiseaux,
qui était assez grand, assez lourd, et que l'on lançait suivant un angle de 45 degrés environ en hauteur. Un type de boomerang relativement léger, capable de voler en décrivant une trajectoire circulaire et de revenir à leur lanceur. Ces boomerangs étaient utilisés comme leurre pour effrayer des vols d'oiseaux. Les chasseurs les lançaient au-dessus des vols en imitant le cri du faucon. Et les oiseaux, croyant à l'attaque du rapace, plongeaient au sol pour se défendre de l'attaque en piqué du faucon et venaient se prendre dans des filets en fibre végétale que les chasseurs plaçaient dans des points de passage obligés pour les oiseaux. Cette fresque provient de la tombe de Ménard. C'est une partie de la fresque, mais elle est très intéressante parce qu'on voit des objets ayant vraiment la forme de boomerang utilisés contre ces oiseaux, dont certains ont la tête qui pend parce que probablement le cou cassé. Et ici, on voit des bâtons serpents très caractéristiques. Donc on voit que ces scènes étaient fréquemment représentées par les Égyptiens. Eh bien, il était important que j'aille au Caire de façon à pouvoir relever les données qui manquaient dans les notes techniques de Carter. Et je m'étais fixé comme objectif aussi de m'interdire tout contact direct avec les objets. Ceci en hommage à la mémoire du pharaon qui avait utilisé ces objets, de ceux qui les avaient fabriqués pour le pharaon, et de Carter qui les avait découverts. Lorsque les vitrines ont été ouvertes et les objets sortis un par un, dans l'ordre que j'avais demandé qu'on respecte pour l'étude, et que je les ai eus en main, dans mes gants, que je les ai sentis, que j'ai senti leur poids, j'étais tout de même très ému. Au retour, à partir de toutes les données recueillies, il a fallu fabriquer des répliques. Et là, se sont posés un certain nombre de problèmes techniques. Les poids étaient souvent excessifs par rapport à la surface en plan des objets. Beaucoup de vrillages étaient aberrants et ne permettaient pas aux objets de revenir. Et j'ai dû étudier à ce moment-là le pourquoi de ces anomalies. Ensuite, pour les vrillages, comme la tombe avait été inondée à plusieurs reprises, il est évident que ces objets avaient vrillé sous l'effet de l'humidité, puis de la sécheresse ensuite. La surcharge venait du fait que Carter plongeait les objets dans des bains de paraffine fondue. Or, la paraffine a une densité bien supérieure à celle des bois utilisés et pénétrait en profondeur la surface des bois sur plusieurs millimètres, surtout qu'il faisait très chaud, donc elle était longue à coaguler. Comment allez-vous ? Ça va. Et là, je viens les refaire parce que ce que j'avais fait précédemment était trop lourd. Ah, beau de Finlande. Oui, la densité était Beau de beaucoup trop Finlande, grande. bien plus lourd. Là, je vais probablement être un peu léger en densité. C'est le Koumé. Ah, toi, tu vas prendre le Koumé extérieur. C'en est. C'en est de l'extérieur. Oui.
je les passe au vernis. Si le poids est bon, je les garde comme ça, pour les garnir légèrement ensuite. Si le poids est vraiment trop léger, à ce moment-là, je passe une première couche, une deuxième couche. Ceux-là ont été vernis et ont des poids qui doivent correspondre à ce qu'étaient les appareils dans la réalité. Admirablement bien, ce sont des vols hauts, cherchant à atteindre des oiseaux, des groupes d'oiseaux passant à basse altitude, donc en vol assez haut, recherche d'impact, vous avez vu qu'il monte à 20 à 30 mètres. Si le Gaumont n'a rien touché, à ce moment-là il revient. S'il a touché les oiseaux, blessé, il retombe avec, l'équipe de vol est rompue. Les conclusions, les premières sont la connaissance de l'usage et de la fabrication du goumong par les Égyptiens, ce qui étend considérablement le champ d'utilisation et de présence de ces objets, jusque-là cantonné presque exclusivement à l'Australie, transfert de technologie d'Australie en Égypte ou d'Égypte en Australie, ça paraît effectivement assez peu sûr. C'est plutôt des créations qui se sont faites sporadiquement en de multiples endroits. Et il est certain que dans des pays immenses comme la Chine, on peut être à peu près certain que des goumongs ont été connus. Mais il faudrait entreprendre toute une recherche. Il y a aussi un domaine d'investigation immense qui est celui de la préhistoire. Mais si cette tombe n'avait pas été découverte avec son trésor, si elle avait été découverte vide comme toutes les autres, et si les aborigènes avaient abandonné le goumong, les bois de jet au profit de l'arc et de la flèche, eh bien, qui aurait su qu'un jour, à la surface de la Terre, avaient existé les goumongs ?